Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, nous sommes le 8 mai 2025. Nous sommes à proximité de la plaque commémorative en hommage à Jean Jaurès qui avait été assassiné le 31 juillet 1914. Et vous comprenez donc pourquoi nous sommes rassemblés aujourd'hui pour le 80e anniversaire de la victoire contre le fascisme-nazisme, impulsée par l'ensemble de la résistance patriotique et populaire en France et au niveau européen, notamment par l'Union soviétique. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien sûr pour commémorer cette grande victoire, pour commémorer aussi le triste anniversaire des massacres de Sétif et de Guelma en Algérie, mais également pour lancer un appel pour la mobilisation. Cet appel, il a déjà eu lieu ce matin à travers les différentes interventions que vous allez avoir l'occasion de découvrir de la part de toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce rassemblement au niveau de la plaque commémorative en hommage à Jean Jaurès, mais c'est aussi pour lancer un appel pour un autre anniversaire important fin mai 2025. La victoire du non au référendum du 29 mai 2005, lorsque 55% des Français avaient rejeté le traité établissant une constitution pour l'Europe, puisque c'est ainsi qu'il est appelé. C'est d'autant plus important que, en ce mois de mai 2025, plus que jamais, le pouvoir macroniste cherche à lancer la France et l'ensemble des travailleurs du pays, de la jeunesse également, dans la guerre. La guerre, la confrontation nucléaire contre la Russie, à travers la petite musique selon laquelle il faudra envoyer des troupes, il faudra envoyer des armes, il faudra envoyer de l'argent. De l'argent pour les salaires, c'est ce que nous réclamons. Eux, c'est l'argent pour la guerre. Voilà quel est leur programme. Et c'est pour ça que nous appelons donc à cette mobilisation qui a eu lieu ce matin, ici même, à proximité de la plaque commémorative pour Jean Jaurès, mais surtout le 31 mai 2025. Le 31 mai 2025, vous aurez tout un ensemble d'informations, bien sûr, pour cette mobilisation. Une mobilisation qui rassemblera toutes celles et tous ceux qui ont déjà signé un appel pétition que vous retrouvez sur notre site, qui circule. Une pétition, un appel pétition qui a été lancé en commun avec le Parti de la démondialisation, avec la Dynamique populaire constituante, avec le groupe pour le rassemblement du peuple souverain pour une France indépendante et une République sociale, avec la JRCF, et puis avec tout un ensemble de personnalités syndicalistes de combat, militants patriotiques, militants antifascistes, communistes, bien sûr, insoumis, qui est notamment le député Béranger Cernon, que nous saluons et qui malheureusement aujourd'hui était pris par des obligations et ne pouvait être présent avec nous. Et donc, nous appelons donc à cette grande mobilisation pour les 20 ans de la victoire du non, en n'oubliant pas que ce résultat, cette grande victoire démocratique a été violé par l'oligarchie favorable à l'UE-OTAN et qui souhaite qu'une chose, c'est dissoudre la France, l'indépendance nationale, le progrès social, la démocratie dans cet immense empire européen qui est en voie de constitution et qui nous amène à la guerre. Car nous ne le répéterons jamais assez, la construction européenne, c'est la guerre, ce n'est certainement pas la paix. Rendez-vous donc le 31 mai 2025 et c'est le plus bel hommage que nous puissions rendre justement à ceux qui gagnèrent en 1945, à ceux qui contribuèrent à la victoire finale et à la libération du pays et notamment à notre président du pôle de renaissance communiste en France, Léon Landini, ancien combattant FTP main-d'œuvre immigrée. C'est le dernier qui est encore survivant aujourd'hui. Il a fêté récemment ses 99 ans, médaillé de la résistance et qui était présent au moment de la cérémonie de panthéonisation de Missak et Méliné Manoukian. Plus que jamais, rejoignez le PRCF, soutenez l'initiative du pôle de renaissance communiste en France et bien sûr la jeunesse pour la renaissance communiste en France. C'est indispensable parce qu'en ce mois de mai 2025, notre pays est véritablement à un tournant entre celles et ceux qui sont prêts à tout envoyer en l'air, le produire en France, la République laïque, une et indivisible, toutes les conquêtes sociales, les services publics, les libertés démocratiques, bon bref, tout. Et tout cela au nom de la construction européenne dans le cadre de l'immense alliance transatlantique qui est en train de se constituer sous la férule des fanatiques comme Donald Trump. Plus que jamais, le combat continue, camarades, et soyons fidèles au combat qui a été mené par les résistants il y a 80 ans et par celles et ceux qui refusèrent la maudite Constitution européenne il y a 20 ans. On vous attend pour le 31 mai 2025, vous recevrez l'ensemble des informations dans les temps à venir et n'oubliez pas bien entendu de vous abonner au journal Initiative Communiste, de suivre notre site, de vous abonner à la revue Étincelle et de diffuser, partager cette vidéo et l'ensemble des productions sur les réseaux sociaux X, Snapchat, Instagram, Meta, TikTok et ce que vous voulez.
Nous vous attendons de pied ferme le 31 mai 2025 à Paris. Le combat continue, camarades. Bonjour à tous, chers amis, chers camarades, merci d'être venus nombreux aujourd'hui devant le Café du Croissant, ou presque, il est juste ici, et c'est un lieu ô combien symbolique, vous le savez, puisque c'est là où Jean Jaurès fut assassiné pour avoir refusé l'union sacrée et refusé la marche à la guerre. Donc aujourd'hui, on est là bien évidemment pour célébrer les 80 ans de la victoire contre les nazis, mais on aimerait que ce qui devrait être un hommage, une célébration aux millions de femmes et hommes qui ont donné leur vie pour nous débarrasser de la peste brune, qu'on puisse honorer leurs sacrifices. Et je pense que quand ils ont fait ces sacrifices, ils ont sincèrement cru qu'ils débarrasseraient les générations futures de cette peste brune. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit que ce que nos dirigeants nous préparent en réarmant l'Europe, derrière l'impérialisme des États-Unis, va-t-en-guerre, exploiteur, voire exterminateur, on voit que ce qu'ils nous préparent à nouveau, c'est une marche à la Troisième Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, je pense que ce à quoi ce rassemblement doit servir, un rassemblement à l'initiative et à l'invitation du pôle de renaissance communiste en France, c'est que chacun ici présent prenne l'engagement véritable de faire absolument tout ce qu'il et elle peut autour de lui, au travail, à la maison, sur les marchés, dans les syndicats, dans les organisations politiques, pour construire le plus large front antifasciste pour la paix aujourd'hui, pour tuer dans l'œuf cette guerre à nouveau qu'on nous prépare. Donc merci encore une fois d'être aussi nombreux présents en ce jour donc du 80e anniversaire de la victoire contre les fascistes. Et on doit célébrer la mémoire de ceux qui sont tombés justement pour dire plus jamais ça, et ils ne passeront pas. Alors je vais tout de suite donner la parole à Baptiste Poisson, ouvrier métallurgiste et secrétaire national de la JRCF, donc la Jeunesse pour la Renaissance communiste en France. Merci Pauline. Bonjour à toutes et tous. En ce 8 mai, journée de commémoration de la victoire contre le fascisme, mais aussi et surtout, puisque comme nous l'a toujours rappelé notre président Léon Landini, résistant de toujours, la mémoire vaut moins pour le souvenir que pour le devenir. C'est aussi et surtout une journée de résistance contre l'Europe de la guerre. Ouais. J'aimerais rappeler à quel point la lutte contre la montée du bellicisme mondial aujourd'hui est un enjeu de première importance pour la jeunesse. Car oui, les JRCF ont fait de la résistance contre les guerres de l'UE-OTAN leur axe principal de lutte. La raison est évidente, et je pense qu'elle l'est tout particulièrement pour nos aînés. Vous qui vous êtes sans doute déjà surpris de nostalgie pour vos jeunes années, pour votre vingtaine, pour votre trentaine, la jeunesse est le bien le plus précieux que nous ayons dans une vie, car un jeune dispose de la plus grande richesse qu'un humain puisse avoir, le temps et les possibles que cela donne. Un jeune doit avoir toute une vie devant lui. Malheureusement, nous sommes la génération née dans les pires années de la contre-révolution depuis les prises de pouvoir fascistes au début du siècle. Moi qui suis plutôt dans la tranche la plus âgée de la JRCF, puisque je suis né en 1994, dans une période de capitalisme-impérialisme triomphant, d'effondrement du camp anti-impérialiste mondial, de défaite qu'il est important de rappeler comme temporaire du camp socialiste et des démocraties populaires. Du fait de faire partie de cette génération, nous ne pouvons malheureusement plus nous contenter de vivre une jeunesse comme celle de nos aînés, car l'impérialisme hégémonique n'accepte pas de perdre sa position dominante au gré de la montée des nouvelles puissances dans le monde et fera tout pour garder sa place. Et c'est ça qu'il est important de bien comprendre aujourd'hui. C'est bien l'axe UE-OTAN qui est le principal danger pour la paix mondiale. Ouais. Et aujourd'hui, l'horizon des possibles pour la jeunesse, c'est donc la guerre, en sachant que celle-ci, au vu des moyens de la faire aujourd'hui, comporte un potentiel exterminateur pour l'humanité. La JRCF affirme avec force depuis plus d'un an précisément, lors du meeting du 11 novembre 2023, lors du rassemblement organisé par le PRCF, où nous avons affirmé un mot d'ordre simple et clair, nous voulons vivre. Nous voulons vivre et nous ne lâcherons pas. Nous ne nous laisserons pas exploiter dans l'économie de guerre. Nous n'accepterons pas d'aller au front. Nous refusons de voir nos conditions de vie continuer de se dégrader, notre pays dissous dans un grand empire euro-atlantique. C'est pour cela, et parce que nous savons que l'ennemi principal est dans notre propre pays, que la JRCF est à l'initiative d'une campagne pour la paix contre les guerres de l'UE-OTAN. Si tu veux participer à nos initiatives pour la paix, si tu veux lutter avec nous et faire comme d'autres avant nous, partie de ceux qui se sont levés
et qui se sont battus pour inverser le cours des choses, rejoins-nous. Rejoins-nous, car si l'avenir proche peut sembler sombre, sache qu'ils ne sont agressifs et dangereux que parce qu'ils voient partout leurs anciennes colonies s'industrialiser, se développer et leur faire de l'ombre. Ils voient aussi leur profit diminuer au fur et à mesure que les esclaves d'hier et d'aujourd'hui se rendent compte de leur force lorsqu'ils rentrent en lutte. Les grèves ouvrières qui ont lieu partout dans le monde les rendent plus faibles que jamais. Les années des impérialistes sont comptées. Ne les laissons pas nous emporter dans leur chute. Mes camarades, le communisme est la jeunesse du monde. À nous de lutter ensemble pour que cette jeunesse gagne. Le socialisme ou la mort, nous vaincrons. Merci Baptiste. Donc on va donner maintenant la parole à Madeleine Dupont du Comité internationaliste pour la solidarité de classe, donc fondatrice de ce comité et co-animatrice. Je m'adresse à vous, amis et camarades, au nom du Comité internationaliste pour la solidarité de classe qui combat le négationnisme anticommuniste, fauteur de guerre et de fascisation. Le 8 mai 2025 et le 9 face à l'URSS, l'Allemagne nazie était contrainte de capituler sans condition. Cette immense victoire était d'une part celle des Alliés, au sein desquels la Russie soviétique avait joué le rôle principal, selon les dires de De Gaulle en visite à Moscou en 1944. Et pour cause, c'est à Stalingrad, Moscou, Leningrad, puis Koursk, que la Wehrmacht a été stoppée, puis broyée, au prix de 27 millions de morts soviétiques tombés pour la liberté de l'Europe. C'est l'armée rouge, ouvrière et paysanne, qui libéra le camp d'Auschwitz, qui, seul, prit Berlin, forçant Hitler au suicide. Même après le débarquement tardif des Américains en Normandie, les 3/4 des divisions allemandes étaient mobilisées sur le front de l'Est et l'oublié serait criminel. La victoire fut aussi l'œuvre des résistants français et parmi eux, première force et de loin de la résistance armée, les communistes français. Malgré la répression qui les avait frappés dès 1939, le décret condamnant à mort les diffuseurs de tracts communistes émanés du député socialiste et futur collabo Sérol, le PCF français clandestinement dirigé par Thorez, Duclos, Tillon et Frachon mit en place les unités de choc de l'organisation spéciale dès 1940, des francs-tireurs et partisans et des francs-tireurs français, FTPF, et partisans de la main-d'œuvre immigrée, FTP-MOI, qui, contre l'attentisme prôné par Londres, ne cessèrent de harceler les Allemands et leurs fantoches pétainistes. L'insurrection parisienne de septembre 1944, qui libéra Paris avant même l'arrivée des chars de Leclerc, était commandée par les métallo-communistes et commandants FTPF, Henri Rol-Tanguy et André Tollet. Quant au premier appel à la résistance, il fut lancé début juin à partir du sol national par Charles Tillon, s'exprimant clandestinement sous forme de tract au nom du Parti communiste français. Le premier déraillement à l'initiative du communiste Roger Landini eut lieu lui aussi en 1940 en gare de Fréjus. L'école transmettait aux enfants ces gênantes vérités-là, au lieu de mentir en enseignant que les communistes français n'ont résisté qu'après l'invasion de l'URSS par Hitler. Ce furent du reste les communistes Fabien et Charles de Barge dans le Nord qui lancèrent les premières opérations armées contre l'occupant, le premier étant fusillé pour cela comme des milliers de communistes dont le nom figure sur les stèles de Châteaubriand, du Mont-Valérien ou de la citadelle d'Arras. Dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, ce sont 100 000 mineurs qui soutinrent une grève héroïque en mai-juin 41 sous la botte allemande au prix de centaines de fusillés, tous communistes et cégétistes. Qui le sait, y compris à Lens où rien ne rappelle cet acte héroïque qui fit dire à François Mauriac, écrivain gaulliste lui-même résistant, que seule la classe ouvrière est, dans sa masse, restée fidèle à la France profanée. Au sortir de la guerre, le PCF, parti des fusillés, obtenait 29% des voix et la CGT comptait 5 millions d'adhérents. C'est sous leur pression et à l'initiative des ministres communistes Ambroise Croizat, Marcel Paul, déportés résistants à Borenwald, Maurice Thorez, François Billot, Antoine Casanova, Henri Vallon, sans oublier le physicien résistant Joliot-Curie, qui fonda le Centre des études atomiques,
que les travailleurs français ont alors obtenu la Sécu, les retraites par répartition, les statuts du mineur, du fonctionnaire, du cheminot, des électriciens, que DF, les mines et Renault ont été nationalisés, et que la France a ensuite connu la période la moins défavorable au peuple de son histoire, les prétendues 30 glorieuses ne sont pas tombées du ciel. Aujourd'hui, tout est fait pour enterrer la vérité historique. Elle gêne les classes dominantes françaises, plus éprises d'anticommunisme, d'antisoviétisme, de russophobie haineuse, de soumission culturelle aux USA et d'Europe supranationale que de souveraineté française, de progrès social et de recherche de la paix. Que ce soit en Ukraine, au Proche-Orient, en mer de Chine, le pouvoir macroniste pro-UE et pro-OTAN est aligné sur l'ordre euro-atlantique et sous la conduite de Macron, il marche à la guerre, possiblement nucléaire, contre la Russie. Ce serait un suicide pour la population française. En Ukraine comme ailleurs, il faut chercher la désescalade, la négociation, la paix, prendre en compte les intérêts de sécurité de tous les acteurs, cesser de soutenir le régime pro-nazi de Kiev. Ce pays est infesté de bandes néo-nazis nostalgiques du pogromiste ukrainien Stepan Bandera. Et en empêchant l'OTAN de s'implanter aux frontières de la Russie. Car que diraient les USA si la Chine installait des missiles au Canada ou à Cuba? Oui, en réalité, l'OTAN, qui fut créée avant le pacte de Varsovie et qui n'a pas été dissous après la fin de ce pacte et celle de l'URSS, est un pacte agressif qui menace la paix mondiale. Comme l'Union européenne, qui se présentait mensongèrement comme une Europe de la paix et du progrès social, et qui n'est qu'une Europe de la régression sociale, de l'extrême droite en plein essor, du réarmement allemand, de l'euro-dissolution de la nation française et de la marche à la guerre, l'UE-OTAN est une machine de mort au service du grand capital qui piétine les valeurs du Conseil national de la résistance, présidé par Jean Moulin. C'est pourquoi le Comité internationaliste pour la solidarité de classe, qui fut fondé entre autres par des résistants comme Léon Landini et Pierre Poncher, se bat à la fois contre le négationnisme historique, pour le respect dû à tous les résistants, communistes, chrétiens, gaullistes, radicaux, comme Jean Zay, pour l'amitié avec tous les peuples, y compris les Russes, les Chinois, et bien entendu avec les travailleurs allemands et avec les progressistes et les antifascistes ukrainiens. Nous n'oublions pas pour autant que, contradictoirement, le 8 mai 45 donna lieu à des massacres ignobles de la part du pouvoir colonial français, tirant sur des foules désarmées, réclamant l'émancipation à Sétif, Algérie et à Madagascar. Ni France néocoloniale, ni France raciste et lepénisée, ni France dissoute dans l'empire européen dominé par Berlin et Washington, et liquidant à la fois son industrie, son agriculture, ses services publics, et jusqu'à notre langue française de plus en plus évincée au profit du tout anglais euro-atlantique. Plus que jamais, porter aujourd'hui la mémoire du 8 mai 1945, c'est continuer le combat des résistants pour l'indépendance nationale, la démocratie populaire, le progrès social, la coopération internationale, et pour cela, sortir du broyeur mortel de l'UE et de l'OTAN qui nous mènent à la guerre mondiale. Plus que jamais, l'ordre oligarchique et le fascisme, plus que jamais, l'ordre oligarchique et fascisant du capitalisme précipite non seulement la France mais l'humanité dans le gouffre. Plus que jamais, il faut que renaisse un grand parti communiste de combat et un grand syndicalisme de classe pour porter l'espoir d'un socialisme, communisme de nouvelle génération. Europe atlantique ou monde pacifique, il faut choisir. Merci de m'avoir écouté. Merci. Alors maintenant, on accueille Bruno Drewski, qui est historien et qui est membre du Bureau national de l'Union pour la reconstruction communiste, donc l'URC. Merci camarades, merci chers amis de m'avoir invité d'abord, et je souscris à tout ce qui a je souscris à tout ce qui a été dit, donc j'ai plus grand chose à dire si ce n'est répéter ce qui a été dit, mais bon, je vais donc vous avez évidemment la salutation des camarades de l'URC d'ailleurs qui sont tous présents ici pour beaucoup, et donc quand on a appris évidemment cette manifestation, on n'a pas hésité un seul moment, puisque à la fois le Café du Croissant et le 8 mai 1945 sont évidemment des dates pour nous absolument clés
dans le développement de notre conscience politique et qui sont d'une actualité malheureusement encore brûlante. Donc effectivement, l'assassinat de Jean Jaurès a précédé la marche vers la folie guerrière de la Première Guerre mondiale, vers la folie guerrière déjà mondialisée. Et le 8 mai 1945, c'est la victoire sur le summum, on pourrait dire, de la folie guerrière mondialisée, le fascisme, qui a été accompli. Victoire grâce à la mobilisation des peuples libres, donc des peuples français, des peuples soviétiques en particulier, et des autres peuples du monde, d'Europe et d'Asie, qui se sont battus donc contre le nazisme allemand, le fascisme italien et le militarisme japonais. Alors malheureusement, le 8 mai 1945, dans le cas français, a été aussi entaché par les massacres coloniaux de Sétif, Guelma et Herata, qui ont précédé le retour de la folie colonialisme, qui allait permettre la réhabilitation des collaborateurs de l'occupant nazi en France. Mais si on regarde évidemment plus largement la scène internationale, en fait, l'impérialisme n'était pas mort en 1945 et il s'est reconstitué. Et nous avons assisté dès 1945 en Europe, mais aussi en Asie, au Japon en particulier, à la réhabilitation des fascistes, des nazis et des militaristes japonais. Et c'est très important, parce que si nous devons aujourd'hui affronter à nouveau la fascisation, c'est parce qu'à partir de 1945, le bloc occidental n'a pas fait le boulot. N'a pas fait le boulot de défasciser les sociétés, et on le voit, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui ont été compromises par le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale dans différents pays d'Europe et qui sont réapparus sur la scène politique dans les années 40 et 50 d'Europe occidentale, et qui malheureusement sont réapparus aussi après 1989-91 dans les pays de l'Est, après avoir été abrités au Canada, aux États-Unis, en Australie et ailleurs. Donc le fascisme, malheureusement, n'est pas mort le 8 mai 1945 à cause de l'opportunisme d'un certain nombre de dirigeants, mais surtout, évidemment, à cause des intérêts impérialistes qui ont toujours le fascisme en réserve lorsque la démocratie libérale ne leur suffit plus pour maintenir leur profit, leur hégémonie, etc. Alors évidemment, vous n'êtes pas sans ignorer que la situation s'est beaucoup dégradée à partir des années 90, ce qui coïncide, et ce n'est évidemment pas un hasard, avec le démantèlement du camp socialiste qui, rappelons-le, s'appelait le camp de la paix, et qui, d'une certaine façon, avait quand même réussi à imposer au monde, et surtout aux puissances impérialistes, des formes de démilitarisation, ou tout au moins de désarmement, qui ont été jetées à la poubelle après 1989. Et c'est donc une chose qui est importante, puisque nous assistons aujourd'hui au retour de la folie militariste, répressive, guerrière, néocoloniale, génocidaire et évidemment fascisante. Je mentionnerai en particulier que hier, Paris a eu le déshonneur d'accueillir un chef terroriste, ce qui est évidemment une honte pour notre pays et qui témoigne de la logique fascisante, parce que celui qu'on a accueilli, si on peut pas l'appeler fasciste, je ne sais pas ce qu'est le fascisme. Et donc, il faut évidemment le dire. Et nous assistons en France et ailleurs dans l'Union européenne, qui est censée être démocratique, à des vagues de répression contre tous les militants antimilitaristes, antifascistes, et donc ça nécessite évidemment de répondre par la mobilisation. Nous sommes donc dans une atmosphère de Troisième Guerre mondiale, et évidemment certains peuples la subissent déjà, hein. Nous n'avons qu'à regarder la situation en Ukraine, la situation à Gaza et dans d'autres régions du monde. Nous avons plus de 40 conflits déjà dans le monde aujourd'hui, hein. Certains, on les connaît, d'autres, les médias font tout pour les taire, mais nous sommes dans une situation, dans une atmosphère de Troisième Guerre mondiale qui rappelle à la fois la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la compétition pour la conquête de marché, et la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la résurgence d'un fascisme décomplexé, qui apparaît à longueur d'écran. En France, il suffit d'ouvrir un certain nombre de chaînes pour être éberlué de ce qu'on peut entendre et qui nous rappelle directement ce qu'on entendait au pire des heures de l'occupation sur certains
Point. Donc on prépare l'opinion à la guerre, au fascisme, et donc non au fascisme, non à la guerre, et honneur et gloire à tous ceux qui ont permis la victoire de 1945. Alors merci Bruno, et on accueille maintenant Michèle De Seine, qui est présidente du Parti pour la démondialisation, le PARDEM. Citoyens, citoyennes, camarades et parfois amis, nous ici, c'est la paix que nous célébrons, sans oubli ni pardon pour les crimes et les guerres du passé. 8 mai 45, enfin, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais qui n'a pas subi la guerre dans son pays peut-il vraiment s'imaginer ce qu'il en est au jour le jour? Je parle en mémoire de ceux qui furent envoyés sur le front, démobilisés, mal équipés, mal armés, manquant de munitions, et qui furent en 1940 programmés pour la défaite et devenir des prisonniers. Ceux qui tentèrent de survivre dans la terreur des attaques, du bruit des avions et des bombes, des chars, des grenades, des arrestations, ceux qui manquèrent de tout, d'alimentation et de liberté, ceux qui durent se défier de la police, de la gendarmerie, comme de leurs voisins qui pouvaient être des collabos, ceux qui résistèrent à l'envahisseur, à l'occupant allemand nazi, comme aux vendus pétainistes, et qui savaient que la moindre erreur pouvait leur coûter l'arrestation, la torture, la détention, la déportation et la mort. Nous, ici, regardons le présent et voulons construire un avenir de paix. Certes, la tâche est rude. Les célébrations officielles du 8 mai, aujourd'hui, oseront-elles à la fois se tourner vers le passé cruel que constitue la Deuxième Guerre mondiale, la violence imposée à des millions de civils par l'Allemagne nazie avec la complicité pétainiste et une partie non négligeable de sa police et de ses gendarmes? Sauront-elles oser un mot de rébellion sur la situation actuelle pleine de menaces bellicistes? Rien n'est bien sûr, évidemment. Qui peut oser aujourd'hui suivre les pousses à la guerre, qui en parlent comme si on bavardait du temps qu'il fera demain? Qui peut oser demander aux Français de se serrer toujours un peu plus la ceinture pour que le prochain budget de la France consacre des milliards à l'achat d'armes et de matériel militaire innovant, en reniant sur tout le reste, quitte à ce que des millions de citoyens ne puissent plus payer leur loyer, leurs soins de santé, ici même, dans le pays de la sécurité sociale, fruit du programme du Conseil national de la résistance. Et cela parce qu'il faudrait financer la guerre, guillemets, de demain, y consacrer des milliards pour des armes achetées au complexe militaro-industriel majoritairement états-unien. Qui peut s'arroger le droit de vouloir mutualiser la force nucléaire française avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne et plus largement avec l'Union européenne? Ce qui est multiple, mais quasi unanime. Vous l'aurez déjà reconnu, le Macron va en guerre, qui s'est déjà déclaré prêt à envoyer des troupes en Ukraine. Le quoi qu'il en coûte, comme il aime tant ressasser ses mots tordus. Qui encore? L'Union européenne, qui a décrété un financement de 850 milliards d'euros pour armer Zelensky et créer une défense européenne. Et les États-Unis, évidemment, qui souhaitent cette défense européenne. Mais de surcroît, voilà qu'hier, veille du 80e anniversaire de l'armistice, du 8 mai, pardon, excusez-moi, Macron et Merz, chefs d'État de la France et de l'Allemagne, se sont réunis à Paris et ont tenu conférence de presse commune pour montrer combien ils étaient déterminés à mettre leurs forces dans la guerre de demain. Main dans la main, au prétexte que la sécurité de l'Europe serait menacée par la Russie. Avez-vous entendu? Non. Avez-vous
Avez-vous entendu que le premier conseil des ministres franco-allemand va se réunir à l'été? Car au-delà même de la guerre militaire, c'est la guerre contre la nation, la guerre de classe qu'ils accentuent. Jugez-en. Là, ça va devenir coton. Je vais citer quelques passages de l'intervention de M. Macron hier à la France, aux Français, en présence de M. Merz. Il commence ainsi. Enfin, avec Monsieur le Chancelier, nous partageons une conviction forte. Notre ambition pour l'Europe n'est possible que si l'Allemagne et la France se coordonnent sur leurs réformes économiques et sociales respectives pour faire converger nos modèles sur l'investissement, sur la défense, sur l'énergie, sur l'espace. Nous allons travailler main dans la main. Nous voulons aussi nous synchroniser, nous coordonner sur nos marchés du travail, notre fiscalité et nous renforcer mutuellement. Sur ces enjeux, nous voulons relancer ce réflexe franco-allemand et proposerons à nos organisations patronales, syndicales, nos économistes, nos forces politiques de travailler ensemble pour mettre en œuvre une feuille de route et d'action. Nous voulons accélérer en Europe sur la création d'une véritable union de l'épargne et de l'investissement pour mobiliser l'investissement privé et que l'épargne abondante en Europe soit mieux utilisée pour servir nos grands objectifs stratégiques. Nous savons qu'il faut investir, mais également donc simplifier et alléger les charges réglementaires. Beaucoup de choses ont été dites dans le rapport de M. Draghi. Et c'est une priorité que nous partageons avec le chancelier Merz. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vous conseille la lecture de ce texte pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Alors que c'est la paix qu'il faudrait honorer, défendre, soutenir, promouvoir, cette paix qui fut tant attendue de 39 à 45 par les Français et une majorité de la population du continent européen, Russes compris, dont des millions perdirent la vie pour repousser l'Allemagne nazie. Messieurs, les félons, Macron et Merz, ferment, eux, leurs yeux sur la réalité du passé et fixent un avenir de violence et de mort. Ici, appelons aujourd'hui le peuple français à en revenir à la raison, à ouvrir les yeux pour affronter la réalité. Ni l'Union européenne, ni nos gouvernements ne défendent la paix, le programme social, la fraternité entre les peuples. Citoyens, citoyennes, il nous incombe le devoir et la nécessité d'agir en patriotes dès maintenant, pour l'indépendance de la France, pour notre souveraineté, pour notre liberté. Nous ne sommes pas complètement seuls. Savez-vous que des dizaines de militaires français ont lancé un appel à signer une résolution citoyenne ouverte aux civils et déjà signée par 30 000 personnes? Une résolution citoyenne relative à l'engagement militaire et financier de la France en Ukraine, signifiée par huissier au président des deux assemblées le 17 avril 2025. Nous, citoyens et anciens militaires, demandons aux députés et sénateurs 1. De faire publier au journal officiel toutes les informations sur la présence de troupes françaises en Ukraine depuis 2022, comme l'exige l'article 35 de la Constitution. 2. D'organiser un débat suivi d'un vote sur la poursuite de cette intervention. De se prononcer sur la ratification des accords de sécurité franco-ukrainiens du 16 février 2024, conformément à l'article 53 de la Constitution. Et de mettre cette résolution à l'ordre du jour dans les 15 jours suivant sa remise afin de garantir le plein exercice du contrôle parlementaire. La route sera longue, mais nous sommes courageux. Et il y a beaucoup de Français qui sont courageux et que nous ne connaissons pas encore.
C'est à cela aussi qu'il faut s'adresser. Tous les jours, évidemment, et tous ensemble, si c'est possible. Alors, j'en prendrai, pour finir, le slogan préféré actuellement du PRCF. Pas d'argent pour la guerre, de l'argent pour les salaires. Mais j'ajouterai, en surcroît, désolé pour les bouts de papier, mais 8 mai 2025, peuple souverain, réveille-toi, lève-toi et rejoins les combattants de la paix. Merci. Alors, on accueille maintenant Gilliatt de Sterck, qui est donc animateur de La Vie ouvrier, une publication syndicale rouge et qui est lui-même délégué syndical dans les transports. Merci, camarades et amis. La Vie ouvrier salue en ce 80e anniversaire de la victoire contre le nazisme et le fascisme, l'héroïsme des peuples et particulièrement celui de la classe ouvrière organisée. C'est notre histoire, c'est notre combat, c'est notre avenir. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition. Cette victoire fut celle des peuples, au premier rang desquels les peuples soviétiques qui payèrent le prix du sang, 27 millions de morts. Ce fut aussi l'œuvre de la résistance intérieure, largement menée par les communistes, les militants ouvriers, les syndicalistes de combat, souvent, très souvent, au péril de leur vie. Contre l'oubli orchestré par les classes dirigeantes, La Vie ouvrière rappelle que ce sont les communistes et la CGT qui, les premiers, appelèrent à la lutte, organisèrent les premiers sabotages, les premiers maquis et dirigèrent l'insurrection populaire contre l'occupant et ses complices pétainistes. À Paris, ce furent des syndicalistes, métallos et communistes comme Henri Roltanguy qui prirent la tête de la libération de la capitale bien avant l'arrivée des chars alliés. Dans le bassin minier, 100 000 mineurs grévistes affrontèrent l'occupant nazi dès 1941. Grève réprimée dans le sang, qui démontre une vérité essentielle. La classe ouvrière fut le cœur battant de la résistance. Sous l'impulsion du parti des fusillés et d'une CGT forte de 5 millions d'adhérents, les conquêtes d'après-guerre furent historiques. Sécurité sociale, retraite solidaire, nationalisation, grande nationalisation démocratique, statut protecteur. Rien n'a été offert, tout a été arraché par les luttes populaires et politiques. Ce furent les fondements, ça a été rappelé, de ces fameuses 30 glorieuses que le capital tente aujourd'hui d'effacer jusqu'à la mémoire. Mais aujourd'hui, le pouvoir macroniste, fidèle exécutant de l'ordre capitaliste, euro-atlantique et belliciste, piétine cette mémoire. Il aligne la France sur l'OTAN et l'Union européenne, qui ne sont que deux bras armés du grand capital. Ce pouvoir pousse à la guerre en Ukraine, en Asie, au Proche-Orient, au lieu évidemment de défendre la paix, le droit des peuples et la souveraineté nationale. La logique est implacable. Réarmement allemand, guerre par procuration contre la Russie, extension de l'OTAN, démantèlement de la nation française et de sa République, liquidation industrielle, offensive contre les services publics, tout anglais du monde des affaires capitalistes imposé aux dépens du français comme langue de la République et du travail. L'Union européenne et l'OTAN ne défendent ni la démocratie, ni la paix, ni la justice sociale. Ce sont des machines de guerre contre les peuples et les travailleurs. À cela, La Vie ouvrier oppose une ligne claire. Il faut sortir de ce broyeur impérialiste, retrouver la voie de la souveraineté nationale et populaire, celle d'un véritable progrès social, d'un internationalisme fondé sur la solidarité entre les peuples et les travailleurs du monde entier. La mémoire du 8 mai 1945 n'est pas un devoir figé, c'est un appel à l'action. C'est aux travailleurs, aux syndicalistes de lutte, aux jeunes, aux précaires, aux retraités, aux cheminots, aux hospitaliers, aux enseignants, aux ouvriers de reprendre le flambeau de la résistance. Ce que nous avons gagné par la lutte, il faut le défendre et l'étendre encore par la lutte et la mobilisation. La Vie ouvrière appelle donc les secteurs les plus combatifs du monde du travail, et notamment des usines, où la classe ouvrière de France démontre encore et toujours sa capacité à construire un véritable rapport de force de classe en lieu et place du dialogue social bidon et des stratégies
national de démobilisation de plus en plus prisé par les directions confédérales. La vie ouvrière appelle donc à construire une riposte syndicale unitaire, de classe, indépendante du pouvoir, pour la paix, le progrès social, l'émancipation nationale et internationale. Pour un grand syndicalisme de lutte de classe contre le syndicalisme d'accompagnement, pour l'unité des travailleurs, contre la guerre et l'austérité, quelles que soient leurs origines et leur situation, et pour la renaissance d'un parti communiste de combat en lien organique avec les luttes ouvrières. Vive et vite la mobilisation et la lutte combative des travailleurs et de la classe ouvrière pour le progrès social, pour la paix, pour les libertés démocratiques et pour l'indépendance nationale. Je vous remercie. Donc merci à Gilliatt. Et maintenant, avant d'accueillir Mouna Hamadi, je profite pour signaler, puisqu'elle nous fait l'honneur de venir de Marseille, que actuellement aujourd'hui se tiennent aussi des rassemblements similaires à Marseille et à Toulouse, et qu'il y avait aussi un rassemblement il y a 2 jours à Lens, donc pour célébrer cette grande victoire, les 80 ans de la victoire contre l'Allemagne fasciste. Et là, on est près de 80 personnes à Paris. Voilà. À l'initiative du PRCF, du pôle de renaissance communiste en France. Donc voilà, je vais donner la parole donc à Mouna Hamadi, qui est donc animatrice du comité Henri Alleg, qui vient tout juste de se constituer, principalement autour de Marseille. Donc elle va nous en dire 2 mots et puis on lui cède la parole. Merci beaucoup. Chers camarades, aujourd'hui, 8 mai, de ce côté de la Méditerranée, est un jour férié. Aujourd'hui, on célèbre la victoire contre l'Allemagne nazie et la chute du Troisième Reich. Partout en France, on jure plus jamais et on affirme que l'Europe en a fini avec les idéologies raciales nauséabondes. Incidemment, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est aussi un jour férié. Pourtant, en Algérie, ce n'est pas un jour de célébration. Pour le peuple algérien, c'est un jour de mémoire douloureuse. Le 8 mai 1945, après avoir versé leur sang sur les champs de bataille européens, les Algériens osèrent sortir manifester pacifiquement et brandir leurs drapeaux interdits. Leur crime, avoir cru aux promesses de liberté de l'empire colonial. La réponse française fut immédiate. Dans les villes de Sétif, Guelma et Kharata, l'armée ouvre le feu sur la foule. Ces tirs ne sont alors que le coup d'envoi de plusieurs semaines de massacres, de viols et de tortures, auxquels prirent part non seulement les soldats, mais aussi les colons civils organisés en milices. L'ironie est cruelle. Ceux qui prétendaient avoir vaincu la barbarie en Europe, en reproduisaient les pires atrocités dans les colonies. Des scènes dignes des plus atroces moments du Troisième Reich se succédèrent en Algérie, plusieurs semaines après la défaite de l'Allemagne. Nous aurait-on menti lorsque partout en Europe, on proclamait la fin du racisme, la disparition du nazisme et le début d'une ère de paix? Oui, on le sait, camarades, on nous a menti et on continue de nous mentir. On voit aujourd'hui comment le prétendu antinazisme et antifascisme bourgeois des Alliés, bien loin d'éradiquer ces menaces, n'a fait que les nourrir. L'Allemagne nazie, défaite et humiliée en 1945, se fait aujourd'hui la championne des intérêts des États-Unis en Europe, soutenant sans honte et sans mémoire l'extermination des Palestiniens et freinant autant que possible l'émancipation de tous les peuples d'Europe. L'Italie, autrefois théâtre de l'exécution publique de Mussolini, est aujourd'hui de nouveau à la batte d'un gouvernement ouvertement fasciste. La France, en 1945, débarrassée du gouvernement de Vichy, qui prétend défendre les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, sombre dans les dérives les plus racistes et déshumanisantes à l'encontre des Africains, des Arabes et même aujourd'hui des Russes. On nous demande, comme en 1945, de faire la guerre. Et pour qui? Pour Macron, pour Bolloré, pour Bernard Arnault. Pour que Marine Le Pen puisse détourner des millions d'euros et accuser les travailleurs précaires et les étrangers de coûter trop cher à l'État français, alors que c'est ce même État impérialiste, aidé de l'OTAN et de l'Union européenne qui sème la zizanie partout dans le monde. On nous demande de faire la guerre pour défendre la France, mais quelle France? La France des communistes, morts au combat pour résister à l'Allemagne nazie? Ou la France de Paris? La France de Vichy, la France impérialiste qui fit de Sétif, Guelma, Kharata de véritables charniers et qui plus tard n'hésita pas à traiter les révolutionnaires algériens de terroristes et les résistants français de traîtres. Ne nous y trompons pas, les beaux discours des coloniaux de l'État et de ses intellectuels bourgeois ne sont qu'un leurre. Ils servent à blanchir l'impérialisme français, tout en maintenant intactes les structures de domination, comme en témoigne aujourd'hui la France-Afrique, agonisante mais toujours violente. Derrière les discours républicains se cache le génocide au Congo, les bases militaires françaises au Sahel, le pillage organisé des ressources, les dictats du FMI. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, nous assistons à un rejet massif de l'ordre néocolonial français, dans un souffle de révolte qui rappelle les grandes heures de la lutte anticoloniale.
une dynamique profondément ancrée dans l'histoire africaine. C'est à nous maintenant, du cœur de la bête, de répondre au présent. Camarades, ces soulèvements nous montrent la voie. Il n'y a pas de libération possible sans rupture radicale avec l'impérialisme et les discours réformistes. Notre tâche n'est pas de réformer le colonialisme, mais de l'abattre, pour la construction d'un véritable contre-pouvoir populaire et résolument internationaliste. Un pouvoir qui ne se contente pas de pleurer les morts de Sétif, mais qui organise la riposte contre tous les Sétifs d'aujourd'hui, du Congo au Sahel, du Sahara occidental à la Palestine. Tous les gouvernements successifs de la France impérialiste, jusqu'à celui de Macron, sont à leur manière les héritiers de la mission historique du régime de Vichy, qui est de protéger les intérêts de la bourgeoisie. Hier, celle de France, aujourd'hui, celle d'un capitalisme mondialisé, où se rencontrent et se protègent les capitalistes français, américains, allemands, suisses et tant d'autres. Parce qu'aujourd'hui encore, les mêmes logiques qui ont tué à Sétif en 1945, tuent en Palestine, tuent au Sahel, tuent partout où les peuples se lèvent pour leur liberté. Face à cela, nous nous proclamons héritiers d'une autre tradition, celle des communistes, qui les premiers ont brisé le consensus colonial, quand tant d'autres détournaient le regard. Nous sommes les héritiers de Fernand Yveton, ouvrier communiste guillotiné pour sa solidarité avec le peuple algérien, de Maurice Audin, martyr de la torture coloniale, d'Henri Allègre, communiste résistant de la première heure, qui devint en Algérie la conscience vive de la France anticoloniale et qui consacra sa vie à révéler crûment comment la République française appliquait en Algérie les méthodes de la Gestapo qu'elle avait combattues. Cet héritage, camarades, n'est pas un souvenir, c'est un programme d'action. Nous le revendiquons tout entier. Sa radicalité anticoloniale, son antiracisme, son refus absolu de toute compromission avec l'ordre impérialiste. Dans une France où le capitalisme divise les travailleurs pour mieux les exploiter, nous affirmons avec force: seul l'internationalisme prolétarien peut briser les chaînes. C'est pourquoi nous fondons aujourd'hui le comité Henri Allègre, pas comme un mémorial mais comme un arsenal. Comme ces communistes d'hier qui firent de leur vie une arme contre l'oppression, nous ferons de ce comité un instrument de combat pour organiser la résistance ici et maintenant, pour unir les travailleurs au-delà des frontières et des origines, pour porter jusqu'à la victoire contre toutes les formes d'exploitation. Le comité Henri Allègre appelle toutes les forces progressistes, syndicales, associatives et politiques à converger vers un mouvement massif capable de transformer la colère en organisation et les résistances en révolution. L'heure n'est plus au débat stérile ou aux divisions sectaires. Face à la barbarie qui vient, l'unité des exploités est notre seule arme. Pour qu'une fois encore dans l'histoire de France, les communistes soient le fer de lance de la lutte anti-impérialiste. Ensemble, brisons les chaînes du colonialisme, de l'impérialisme et du racisme. La libération des uns passera par la libération de tous, ou ne sera pas. Vive l'internationalisme, vive la lutte, vive l'union des prolétaires. Merci. On va maintenant conclure ce rassemblement avec la prise de parole de Fadi Kassem, professeur agrégé d'histoire-géographie et secrétaire national du pôle de Renaissance communiste en France. Bien, le micro marche, c'est parfait. Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, c'est très important de nous retrouver aujourd'hui pour ce 80e anniversaire de la victoire contre le fascisme nazisme. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit en matière de rappel historique, puisque tout ce qui a été dit au PRCF, non seulement nous l'approuvons, mais nous ne cessons de le défendre, de clairement mener le combat contre le révisionnisme historique. Mais justement, j'aimerais plutôt insister sur, utiliser le mot volontairement et avec solennité, la gravité de la situation actuelle. Non pas pour plomber l'ambiance, parce que de toute façon, toutes et tous, chaque jour, nous voyons bien ce qui se passe dans le monde entier, en France. Mais il est quand même important de l'avoir en tête par rapport aux perspectives politiques qui sont indispensables pour pouvoir en finir une bonne fois pour toutes avec cet ordre capitaliste sous la domination de l'Axe-OTAN et construire le socialisme communiste de nouvelle génération auquel, au PRCF, nous sommes tant attachés et que nous portons. Car, rappelez-vous, si au cas où vous aviez raté l'information, il y a 5 ans, le 8 mai 2020, une certaine Geneviève Darrieussecq, qui à l'époque était la secrétaire d'État des armées, puisque c'est comme ça que ça s'appelait, avait rendu hommage à la victoire finale des Alliés contre le nazisme. À travers un message sur X, puisque c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, où apparaissaient tous les drapeaux des pays vainqueurs. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France. Tous les drapeaux, sauf un seul. Oui, vous pouvez deviner. Celui de l'Union soviétique, bien entendu, qui, pourtant, de l'avis même du général de Gaulle, était le principal libérateur et le principal vainqueur contre l'Allemagne nazie. Ce révisionnisme historique, il continue, puisqu'il y a à peine quelques jours dans Le Monde, vient d'être publiée une tribune de
je n'ose même pas utiliser le mot, mais de prétendus historiens, de plusieurs centaines de prétendus historiens européens, pour expliquer que, en réalité, aujourd'hui, il faut soutenir le régime pro-nazi de Kiev et que ce serait la Russie donc qui déformerait l'histoire. Et si vous lisez cet article du Monde, vous découvrirez apparemment que l'URSS était alliée à l'Allemagne nazie en 1939. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. On nous prépare à la guerre. Et à ce sujet, la préparation de la guerre vise en particulier la jeunesse. Ayez en tête les propos du ministre des Affaires européennes, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, et étrangères, Jean-Noël Barrot, qui en mars dernier, au lycée Mandela, Nelson Mandela, le lycée Nelson Mandela de Nantes, expliquait que le réarmement des esprits commence à l'école. On nous prépare à la guerre. Et le meilleur moyen de préparer à la guerre, c'est bien sûr de réécrire l'histoire, de présenter les vainqueurs en ennemis et de présenter les vaincus d'hier en amis. Aujourd'hui encore, la Russie ne sera pas présente, quelles que soient les critiques qu'on puisse formuler à l'égard de Vladimir Poutine, mais elle ne sera pas présente aux cérémonies. En revanche, le chancelier allemand Merz, lui, sera présent. Et un chancelier dont le ministre de la Défense, Boris Pistorius, est en train de nous expliquer que d'ici 2029, nous serons prêts pour faire la guerre. Voilà donc quel est le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et c'est dans ce contexte que progressivement s'installe la musique selon laquelle il va falloir envoyer des troupes en Ukraine. Tout comme il faut soutenir le régime colonialiste de Tel Aviv, non pas de Jérusalem, mais de Tel Aviv, pour poursuivre son œuvre génocidaire à Gaza et en Cisjordanie. À ce sujet, puisqu'on parle de génocide, il faut saluer aussi ici la présence de notre camarade Iba, fille d'un ancien dirigeant du Parti communiste indonésien, et ne pas oublier qu'il y a 60 ans, à son tour, le Parti communiste indonésien subit un terrible génocide orchestré par Suharto et les troupes, bien sûr, et la CIA. Donc, nous rendons hommage aussi à ton papa et à l'ensemble des camarades qui ont péri à cette époque. Je ne reviens pas sur la gravité de la situation, elle a été évoquée. J'aimerais plutôt insister sur le fait que la situation d'aujourd'hui est dans le fond similaire à celle d'il y a 80 ans. Pourquoi ? Parce que le combat que nous menons au PRCF avec l'ensemble des camarades qui sont intervenus auparavant, communistes, patriotes, syndicalistes, etc., porte finalement sur 4 éléments majeurs. Premièrement, bien sûr, la paix mondiale. Je ne reviens pas dessus. Et ce n'est certainement pas en restant au sein de l'Axe ou OTAN que nous réussirons à construire la paix mondiale. Et à ce sujet, il est temps que, notamment dans les formations dites de gauche, politiques, syndicalistes, une bonne fois pour toutes, on dise clairement, on ne peut pas continuer à espérer construire un autre monde, quelle que soit la forme de cet autre monde, en y restant. Il faut rompre une bonne fois pour toutes. Stop aux demi-mesures. Stop aux demi-mesures au moment où en face, le camp du capital se radicalise. La paix mondiale. Bien sûr, la démocratie. Vous voyez toute la répression qui s'abat sur les syndicalistes de classe, sur les gilets jaunes. Une pensée par exemple à Jean-Paul Delesco, qui en mars 2024 était jugé pour soi-disant apologie du terrorisme, parce qu'il osait, comme des tas d'autres syndicalistes, des tas d'autres militants, dénoncer les massacres génocidaires en cours en Palestine, du côté des terres palestiniennes. Le progrès social également, nous l'avons dit, 1945, c'est la sécurité sociale, c'est Ambroise Croizat, c'est la construction des jours heureux, qui était le nom du programme du CNR mis en place le 15 mars 1944 et que portèrent en grande partie, en très grande partie surtout les communistes et notamment un certain Pierre Villon, qui ne voit pas l'urgence de la situation sociale aujourd'hui, alors qu'on nous explique déjà qu'il va falloir préparer 40 milliards d'euros de coupes supplémentaires faussement appelées économies. Pourquoi faire ? Pour continuer à financer justement l'effort de guerre et en particulier les ordres donnés par Ursula von der Leyen au niveau de la Commission européenne pour que soient mis en place 800 milliards d'euros de dépenses pour faire quoi ? La guerre encore une fois. Paix, progrès social, démocratie, et puis, parce que tout est lié dans le fond, l'indépendance nationale. Comment ne pas oublier que les résistants de la Deuxième Guerre mondiale, et puis également déjà les travailleurs de la Commune, les révolutionnaires de 1792-93, se battaient aussi pour cette indépendance nationale. C'est-à-dire le peuple souverain, car en définitive, comme le disait très bien Georges Politzer,
La nation, en dernier ressort, c'est le peuple. C'est le peuple en armes, c'est le peuple qui lutte, c'est le peuple qui se bat. Paix, progrès social, démocratie, indépendance nationale. Et tout ceci ne peut que s'incarner dans une alternative rouge et tricolore, franchement patriotique et populaire. Donc finalement franchement insoumise et franchement progressiste, communiste. Ce n'est pas en cherchant des demi-mesures avec l'action OTAN que nous y parviendrons. Et encore moins en cherchant à participer à des conclaves ou des dialogues sociaux que nous réussirons. Pourquoi? Parce que l'ennemi principal est dans notre propre pays. Et donc si, pour conclure, nous devons, nous, travailleurs, citoyens, progressistes, communistes, syndicalistes, patriotes, antifascistes, clairement apporter une contribution à la paix, eh bien, c'est en combattant l'ennemi principal qui est dans notre propre pays et en rompant totalement et définitivement avec l'axe OTAN. Sortir de l'euro, sortir de l'UE, sortir de l'OTAN, sortir du capitalisme, ce n'est plus un programme, c'est une urgence vitale. Le combat continue, camarades. On est là, même si Macron ne peut pas, nous on est là. Pour défendre la paix mondiale, l'indépendance nationale, sur le progrès social, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne peut pas, nous on est là. Pour défendre la paix mondiale, l'indépendance nationale, construire le progrès social, nous on est là. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?